À quoi sert ton million si tu prends perpète? Million, liberté, tu connais. Bah au final, Maes, il est millionnaire, mais ça ne l'a pas empêché de prendre perpète. Le rappeur Maes a été condamné à 7 ans de prison ferme au Maroc. Condamnation du rappeur Maes à 7 ans de prison ferme. En même temps, son avocat, c'était lui. Et j'ai pris 5 piges, et j'ai pris du ferme. Alors oui, c'est officiel, c'est tombé hier là. Maes a été condamné à 7 ans de prison ferme au Maroc. Il a été jugé pour implication dans un projet d'enlèvement, de séquestration et de torture contre un mec avec qui il avait des conflits financiers, en gros qui lui devait de l'oseille. Au Maroc, là il est en prison, c'est même pas par rapport aux histoires qu'il a en France. Donc apparemment, il a contacté le chef d'un gang à Fès pour préparer toute cette opération de kidnapping qui a été déjouée, mais genre in extremis par la police marocaine. Maes a été condamné à 7 ans de prison ferme dans la nuit du 25 au 26 novembre. Et c'est 7 ans ferme, parce qu'attention, au Maroc, il n'y a pas d'emménagement de peine. Il n'y a pas de remise, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de « Oh, on va voir ensemble ton planning ». Et les prisons marocaines, c'est pas Fleury-Mérangis, ça. Ah non, t'as pas la Play 5 et steak frites le vendredi, hein. Ah non, c'est une autre planète. Le Maroc dépense 30 centimes d'euros par jour et par détenu. Trop peu pour nourrir les prisonniers. Les Français ne reçoivent aucun soutien financier, ils ne peuvent compter que sur leur famille. Là-bas, t'as pas de fauteuil, t'as même pas de tabouret. Là-bas, c'est toi, le tabouret. Et donc lui, de toute façon, il est incarcéré au Maroc depuis janvier. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a quand même passé toute l'année 2025 en prison au Maroc, et il a quand même obtenu 21 certifications et récompenses pour sa musique. Ce qui est ouf, c'est qu'on dirait qu'il s'en sert pour faire sa promo. Parce qu'aujourd'hui, il a annoncé la sortie de sa collection de vêtements Omerta 47, mode survie. Bon alors, pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut remonter un peu dans le temps. Franchement, je me suis réveillé un peu tard dans les bêtises. Vraiment tard, on va dire 16-17 ans, j'ai commencé. Donc Maes, de son vrai prénom Walid, est né le 10 janvier 1995 à Villepinte, dans le 93. Il est d'origine marocaine et il a grandi à la Cité Blanche, donc une cité à Sévran. Très jeune, il commence à dealer dans plusieurs cités, dont les Bedottes. Retenez bien ce nom parce qu'on va beaucoup en entendre parler. C'est un des quartiers les plus chauds du 93. C'est tenu par des réseaux très structurés, il y a tout un organigramme de gangsters. Ils se font des réunions et tout, c'est super organisé. Tellement c'est dangereux, même Google Maps, il hésite avant de te charger la rue. Et en parallèle, Maes rappe déjà avec ses potes Radmo et Si, et ils forment le groupe MSR. Et il y a même Caris qui les a kiffés et qui les a partagés et leur a donné de la force. Et donc Maes, la journée, il vend de la blanche, le soir, il fait des freestyles. Une vraie formation en alternance. Mais vers ses 16 ans, il commence à vraiment plonger dans l'illicite. Et les ennuis judiciaires commencent. En 2014, c'est sa première arrestation. Il est arrêté avec 1 gramme de résine, 36 grammes de C et 1 gramme de super-héros, destiné à la vente. Mais comme par magie, je sais pas pourquoi exactement, mais il s'en sort sans prison. Et en 2016, c'est le deuxième round, la police le chope au Bedotte, avec 2 kilos de C dans sa voiture. Donc lui, il panique, il tente de fuir, il grille une priorité et il finit encastré dans plusieurs autres véhicules. Et donc pris au piège, il est arrêté et condamné à 18 mois de prison. Vous êtes inscrit à la piscine des arrivants. Eh mais t'as ton maillot de bain ou pas? Et cette prison, elle va réellement l'endurcir. Et d'ailleurs, en prison, Maes commence à se concentrer totalement sur le rap. Il écrit beaucoup, il compose, il prépare sa sortie. Et une fois qu'il sort en 2017, comme je vous ai dit, il s'est beaucoup endurci. Et donc déjà, dès la sortie, ça se passe pas très bien. Il se retrouve mêlé à une histoire avec un ancien co-détenu qui aurait mal parlé de lui sur les réseaux. Il se croise par hasard dans une station essence et l'altercation dégénère. Maes veut le faire payer d'avoir mal parlé de lui, donc il l'humilie devant tout le monde, il lui carotte même ses documents, enfin tous ses papiers. Et il lui a même volé son scooter. Et par contre, côté musique, il revient déterminé. Il lance la série des Maes est libérable. Maes est libérable, qui cartonne de ouf dans son quartier et un peu sur tous les petits streamings. Puis tout s'accélère. Il signe chez Millennium. Là, t'as Booba qui le repère et qui le propulse au sommet. Donc vraiment, toutes les étoiles s'alignent. Il commence à avoir la carrière de ouf. Il commence à être super populaire. Il fait des millions de vues. Il est invité de partout. Mais c'est là où ça va se gâter. En 2021, Maes arrive donc au Bedotte, donc le quartier dont on a parlé, pour tourner un clip avec ZKR. Et ils ont loué 2 Mercedes classe G d'une valeur totale de 600 000 €. Ils tournent quelques scènes, c'est yo yo wesh wesh, puis après bon c'est quand même la pause déj, faut aller manger son petit sandwich. Et là Maes, pendant qu'il finit sa petite semoule là, il entend crier « Oh ça brûle !» Personne comprend ce qui se passe, ils arrivent sur le lieu de tournage et là, les 2 mercos qu'ils ont loués, cramé, mais vraiment jusqu'au bout quoi, 600 000 balles parties en fumée. Et le pire c'est que personne n'a vu les responsables, les mecs ils se sont barrés. Mais très vite un message tombe, cet incendie c'était un avertissement pour Maes.
Il n'est plus le bienvenu au Bedotte. Tout ça parce qu'en 2021, Maes a sorti une mini-série qui s'appelle La vie réelle, où il raconte son passé dans la dro-dro, ses relations avec les quartiers, son parcours jusqu'à la musique. Sauf que là où il a pas réfléchi, c'est qu'il balance des vrais blasts, des vrais trafiquants de dro-dro, du quartier des Bedottes. Donc forcément, pour les mecs, c'est une balance. Et ils veulent le faire payer. Donc après ça, les producteurs de Maes, ils veulent apaiser la situation. Mais pour lui, il n'y a qu'une seule solution, c'est la violence. Donc il fixe un rendez-vous au présumé responsable de l'incendie et il s'y rend seul. Tard les bonhommes. Et la rencontre dégénère rapidement en fusillade. Donc Maes sort le guigui, il blesse un des mecs à la jambe et l'autre au ventre. Donc double tentative de... Donc le lendemain, il réalise la gravité du truc qu'il a fait. Il prend sa famille, donc sa femme qui est enceinte, sa fille, sa maman, et ils partent tous à Dubaï, en express. Alors les caïds des Bedottes le contactent à distance et ils lui demandent 1 million d'euros pour calmer l'affaire. Lui, il refuse. Moi, ils ont voulu m'agresser, j'ai pris ma famille, j'ai peur, je suis parti. Je comprends mon garçon, t'as bien peur, raison. moi je prends ma famille. Tout est pardonné. Sinon, j'ai rien à voir avec tout ce qui se passe. Alors, à Dubaï, Maes, il joue un peu les fugitifs en tongs, hein, il se repose, tout ça. Il sort des sons, des albums, il annonce même un Bercy en France, mais la justice française le rattrape pour une affaire de 2018. Donc en gros, déjà, s'il revient en France, c'est la prison directe. Donc, il annule le Bercy. Mais pendant que Maes fait ses photos au soleil, la guerre à Sévran, elle continue sans lui. En 2024, il y a un mec qui débarque avec l'AK-47 et ouvre le feu sur un parking à Bedotte. 5 jeunes sont touchés et surtout, un certain Karim qui sur le coup. Et c'est un innocent. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à la base, cette attaque, elle était destinée aux ennemis de Maes, mais là, les tireurs, ils se sont juste trompés de cible. Alors bien sûr, tout de suite, Maes, il est désigné comme commanditaire. Une histoire qui va plomber sa cavale et transformer sa carrière en un mélange de succès musical et de tragédie totale. Et il sera aussi soupçonné d'avoir envoyé d'autres commandos tirer dans la cité. En 2024, 4 jeunes de 18 ans débarquent au Bedotte en Porsche Panamera GTS. Et sauf qu'à peine débarqués en Porsche dans le quartier, ils se font cribler par des gars du quartier qui étaient au courant et qui avaient repéré même avant qu'ils freinent. Donc la Porsche crache dans un poteau, tous les jeunes partent en courant. Et l'un des jeunes sera arrêté plus tard. Il était gravement blessé à la tête, il a même frôlé la mort. Et donc en 2024, pour l'ensemble de toutes ces commanditations présumées, Maes est condamné à 10 mois de prison ferme. Il devient officiellement recherché à l'international. Un rappeur agent secret, quoi. Et moi, franchement, j'y crois à tous ces soupçons. Parce que je me dis un truc, c'est que d'habitude, les rappeurs, c'est des faux gangsters qui arrêtent pas au contraire de dire « j'ai des armes, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tiré, tout ça ». Et les vrais gangsters, au contraire, ils le cachent. Ils disent « c'était pas moi, j'ai rien fait ». Et Maes, justement, il est toujours à dire « c'était pas moi, j'ai rien fait ». T'as rien à voir avec ça? J'ai rien à voir, moi. Du tout. J'ai jamais tenu une arme de ma vie. Ah, de tout. C'est vrai? Bah arrête. Mec, il y a tellement de rapports avec les armes dans tes morceaux. Je suis un menteur, moi. Ah, dans les morceaux? Bien sûr, je suis un menteur. Je vais juste au stand de tir, je tire, sinon... J'ai jamais tenu d'arme ni... Donc Maes devient officiellement fugitif. En juillet 2025, ça se complique. Gérard Darmanin débarque aux Émirats pour parler de trafic et de blanchiment. Et Maes, il comprend direct que... Ok, je crois que c'est pour moi, là. Dubaï, c'est plus un refuge, c'est un minuteur. Il faut taille et vite. Et donc, en janvier 2025, il quitte Dubaï pour aller à Casablanca. Mais sa cavale dure pas très longtemps. Quelques jours plus tard, il est localisé et encerclé par les autorités marocaines. Il poste même une dernière vidéo pour montrer ce qui lui arrive. Je vous fais mes adieux. Force à vous. Je suis là comme jamais. T'inquiète pas. Bientôt libérable. Ils viennent pour moi, là. Et le truc que je comprends pas, c'est que il va au Maroc, alors que déjà au Maroc, il traîne aussi une histoire sale. Le mec, quand même, il a des embrouilles dans tous les fuseaux horaires, on dirait. Et donc, finalement, il sera condamné par le tribunal de Tanger pour 7 ans de prison ferme. Donc, pour cette implication dans un projet d'enlèvement. Et là, franchement... je vois aucune façon de comment il pourrait s'en sortir. J'espère au moins qu'il va écrire un bon album. Dans la dernière vidéo, je vous ai demandé 10 000 likes pour faire la partie 2 de la vidéo sur les célébrités qui ont grillé leurs 5 minutes de gloire pour finir en désastre. Et vous étiez super réactifs. Ah bravo. Et moi j'ai été rapide du coup. Alors mets un gros like pour me soutenir là tout de suite là. Et surtout, si tu veux une partie 3 de cette vidéo, tu sais quoi faire. Et dans les commentaires, s'il te plaît, écris-moi la phrase vraiment la pire qui te donne envie de dire « mais va te faire ». Alors, mes exemples. Votre vol est retardé de 2 heures. On ferme dans 5 minutes, hein. Ah non, c'est pas compris dans la garantie, hein. Vous avez essayé de redémarrer l'appareil? Ah non, mais ça, c'est pas chez nous. Faut voir avec eux, hein. Ah, je suis toujours là. Oh. Et alors, dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir ce qui arrive quand le rêve de toute une vie finit par te détruire? Alors, c'est parti. Alors, on commence avec Backpack Kid. C'est le gars qui danse comme ça, là. Tu l'as déjà fait cette danse ou pas? Bah c'est l'exemple parfait d'un mec qui a pris toutes les mauvaises décisions pendant son micro-moment de gloire. Alors c'était bien avant TikTok, le gamin de 16 ans, Russell Horning, postait des petites vidéos de danse sur Instagram sans aucune ambition. Et ce qui était marrant, c'est qu'il avait ce corps raide, ses bras qui gigotent, tu vois, un regard mort. Bref, c'était déjà un mème ambulant, tu vois, il était super remarquable.
Et tout change d'un coup quand Rihanna partage une de ses vidéos. À l'époque, elle a déjà 54 millions d'abonnés. Donc Russell prend 40 000 followers en un jour, il enchaîne les petites vidéos, ça grimpe jusqu'à 500 000 abonnés, et son pas de danse, donc le floss, là, ça devient super viral. Tu dois sans doute te rappeler de cette super époque de danse, tout le monde le faisait. C'était un peu le truc des Jones. Alors il y en a beaucoup qui croient que c'est lui qui l'a inventé même. En fait, lui, il était pas forcément bon danseur, mais il était juste reconnaissable. Et ça suffisait pour qu'on l'invite partout. Même sur le plateau de Saturday Night Live avec Katy Perry en 2017. Ah là, ça commence à être l'apogée. Il arrive avec son sac à dos et devient le Backpack Kid. Et le floss explose mondialement. Mais derrière la hype, il va enchaîner les erreurs. Et sa chute devient aussi rapide que sa montée. Donc Russell a accepté toutes les invitations à toutes les interviews possibles. Dès qu'un média l'appelait, il disait oui. Normal quand t'as des plateformes ou des médias qui te balancent des milliers de dollars juste pour 10 minutes d'apparition. Donc il a enchaîné tout ce qu'il pouvait rapporter quoi, avant que ça s'éteigne. Donc on te paye juste pour aller dans des soirées et des trucs comme ça. Ouais, des clubs, des soirées, des festivals, des performances, tout ça. Donc tu montes sur scène, tu fais cette danse et tout le monde devient fou. Ouais, stylé. Et tu peux toucher combien pour aller dans un club, si ça te dérange pas de le dire? Comparé à la plupart des jeunes de 17 ans, l'argent que je gagne pour une seule apparition, ça pourrait prendre une éternité pour un autre ado pour gagner autant. Alors difficile de lui rapprocher de prendre de l'argent facilement. Mais à force d'être partout, les gens ils commencent à saturer. Russell est perçu comme un mec qui sait faire qu'un seul truc, c'est sa danse. Donc il ne mérite ni la reconnaissance, ni les milliers de dollars. Donc du coup, il essaie de trouver autre chose que cette danse pour divertir son public et du coup, il se lance dans la musique. Et il sort le morceau Flossing, qui est considéré comme un des pires morceaux de tous les temps. Et même s'il prétend d'être passionné, ses sons ils donnent surtout l'impression qu'il fait ça pour rire et pas pour créer quelque chose de sérieux. Et cette viralité lui met une pression énorme, il doit continuer à faire ce qu'il rapporte. Donc il revient en même pas de danse encore et encore, jusqu'au moment où il tente de monter sur une scène où clairement personne ne voulait de lui. Il se fait jarter mais salement. Alors il a clairement ce syndrome du personnage principal. Et son fameux pas de danse, il commence à lasser tout le monde. Et le pire arrive quand il porte plainte contre Fortnite pour avoir utilisé le floss dans le jeu. C'est surtout ma mère et mon manager qui ont fait le procès. Moi je suis juste un gamin qui s'amuse. Je laisse les adultes gérer tout ça. Je connais pas vraiment la loi, donc je peux pas te dire s'ils profitent de moi ou pas. Mais du point de vue de ma mère et de mon manager, eux pensent qu'on profite de moi. Et donc ça a fait du bruit et quelques jours après le dépôt de cette plainte officielle, des vidéos ressortent datées de 2011 montrant qu'il y a plein de gens qui faisaient déjà cette danse bien avant lui. Et donc ça prouve qu'il n'a pas inventé cette danse. Et en plus donc beaucoup voient cette plainte comme une tentative de gratter du buzz, gratter un peu d'oseille avant de disparaître. Et donc Russell et son équipe retirent vite la plainte. Et ces 15 minutes de gloire, du coup, ils deviennent officiellement terminés. Aujourd'hui, il fait parfois moins de 1000 vues, mais Russell semble plus heureux que pendant son pic viral. Il prend la musique plus au sérieux et veut surtout transmettre un message positif. En grandissant, j'ai compris qu'il fallait être plus mature avec l'argent. Et franchement, je pensais pas qu'il tâtait autant en musique, tu vois, en clavier et tout. Et évidemment, il accepte aussi des opportunités un peu plus discutables, comme son passage dans le stream de Kai Cenat, où Dusky l'humilie complètement. Dégage, espèce de débile. Et donc même si c'était un sketch, tout ça, c'était planifié, c'est Russell qui est quand même le dindon de la farce. Donc devenir viral à 16 ans, gérer une hype mondiale, c'est pas facile. Puis surtout, la retombée de la hype, franchement, personne n'est vraiment prêt à l'affronter. Et surtout pas quand la célébrité détruit quelqu'un qui n'a jamais eu son mot à dire. Jake Lloyd peut en témoigner mieux que personne. Et donc on est en 1999, Jake a 8 ans et il sort du lot parmi les 3000 enfants et décroche le rôle du jeune Anakin Skywalker. Le rêve de tout le monde. Donc c'est à ce moment-là que la série des préquels est arrivée. Donc Star Wars revient et lui devient le visage de la future saga. Et donc même pas à 10 ans, tout le monde le voit déjà comme la prochaine star de Hollywood. Sauf que ce rôle va complètement détruire sa vie. Mais sale. Dès la sortie du film, le harcèlement commence. Et ça ne s'arrête pas. À l'école primaire, au collège, à la fac, les autres élèves, dès qu'ils le croisent dans les couloirs, ils commencent à imiter le bruit des sabres laser. C'est viou, viou. On se moque de lui, de son jeu d'acteur, des scènes ridicules qu'il a jouées, alors que rien, vraiment, rien ne dépendait de lui. Il a juste suivi ce qu'on lui a dit de jouer. Parce que oui, donc le film tant attendu par les gros fans hardcore de Star Wars sort enfin, donc c'est un menace fantôme, et forcément, vu que c'est un remake, vu qu'il y a d'autres éléments, il est détesté par les gens. Tout Hollywood se fout du film. Et Jake, malgré lui, il devient un peu cette mascotte de la malédiction. C'est le bouc émissaire que
tout le monde insulte. On critique sa diction, son jeu, le pod racing, ses dialogues malsains écrits par un adulte, en gros tout. Et il n'a que 10 ans, et il porte déjà sur ses épaules l'échec du plus gros blockbuster des centaines de millions de dollars. Et le pire, c'est ce qui se passe à l'intérieur de sa tête. Parce qu'en grandissant à la fac, il commence à parler à des gens qui ont des yeux noirs, qui le suivraient de partout. Donc oui, il a des conversations imaginaires, il voit des trucs qui n'existent pas, ses notes chutent de ouf. Et en 2015, ça devient pire. Pendant un road trip, Jake panique, prend la voiture et entraîne la police dans une course-poursuite de 40 km en dépassant les 160 km/h. Il est arrêté, il passe 10 mois en prison, puis il est transféré en hôpital psychiatrique où on lui diagnostique finalement une schizophrénie. Et le drame continue. En 2018, sa sœur Madison, de 26 ans, dans son sommeil. Et malheureusement, sa sœur, c'était vraiment la seule personne qui pouvait le rassurer de qui il était le plus proche du monde. C'est la seule qui arrivait en fait à le ramener à la réalité et qui savait comment lui parler. Elle avait joué un petit rôle dans La Menace Fantôme et donc elle comprenait tout. Surtout, elle le protégeait. Et donc ça le fait sombrer encore plus profondément. Et donc là, il y a pas longtemps, en mars 2023, c'est le nouveau choc. En fait, c'est sa mère qui raconte qu'en rentrant du McDo, en pleine autoroute à 3 voies, Jake commence à faire une crise psychotique totale. Il exige qu'elle arrête la voiture, il coupe le moteur lui-même en plein milieu de la circulation et il sort de la voiture et donc il part au courant. Donc heureusement qu'il n'y a pas eu d'accident, que personne l'a shooté ni a shooté dans la voiture. Mais là, tu comprends que sa stabilité mentale, il n'y a plus rien qui le raccroche au réel. On parle même pas de sa carrière, elle est foutue de chez foutue, il est blacklisté de ouf chez Hollywood. Et donc, il est interné d'urgence, puis passe 18 mois dans une unité psychiatrique spécialisée en Californie. Et aujourd'hui, Jake a 36 ans et il vit dans un centre de réhabilitation sous traitement, essayant lentement de stabiliser sa maladie. Et ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est que sa mère racontait qu'à l'époque, Jake, il comprenait même pas ce qui lui arrivait. Il était juste un enfant qui jouait dehors avec son vélo, un gamin normal. Il ne savait pas qu'il allait devenir la cible du monde entier. Les médecins reconnaissent que, vu ses antécédents familiaux, la schizophrénie aurait peut-être fini par se déclencher. Mais sa famille est convaincue que la célébrité précoce a été le vrai déclencheur de tous ces problèmes psychiatriques. C'est ce qui a tout accéléré en fait. Parce que oui, dans sa famille, il y a eu des antécédents, mais c'est cette célébrité soudaine qui a tout accéléré. Et ce qui est super ironique, c'est que Jake, il est toujours super fan de Star Wars. Il regarde encore les nouvelles séries sur Disney+, il reçoit des figurines chez lui et tout. En tout cas, Jake Lloyd reste un des exemples les plus tragiques de ce que la gloire peut coûter à un enfant. Alors, vous vous rappelez de Amanda Bynes ? Cette fille, elle aurait dû être la vraie success story. Alors spoiler, mais aujourd'hui, elle ressemble à ça. Découverte à 10 ans sur Nickelodeon, elle était drôle, talentueuse, charismatique. Je suis sûr que tu te rappelles d'elle, t'as déjà maté des séries sur KD2A. Et tout le monde pensait qu'elle allait devenir l'une des plus grandes actrices de sa génération. Sauf qu'en coulisses, sa vie prenait une direction beaucoup plus sombre. Hollywood, en fait, n'a jamais voulu la laisser grandir. Son image de petite fille parfaite était trop rentable et beaucoup trop marketable. Elle était coincée dans les mêmes rôles, condamnée à jouer l'éternel enfant, toujours poussée selon plusieurs témoignages, et surtout poussée à le faire par ses propres parents, ou qui en tiraient des bénéfices. Et cette prison d'image, en fait, elle commence à l'arranger. Elle grandit, mais Hollywood refuse de suivre. Et à 24 ans en 2010, elle craque et annonce sa retraite. Elle veut juste arrêter d'être un produit, arrêter d'être l'enfant star que tout le monde exige qu'elle doit être. Mais après la gloire, sa vie se met à imploser. Et en plus en public. Et ça devient un spectacle super malsain. En un an, elle accumule les excès de vitesse, les accidents, les délits de fuite. Elle a quand même réussi à faire 7 accidents en quelques mois. Et Twitter devient sa vitrine de la descente aux enfers. Des tweets incohérents, agressifs, parfois cruels. Et l'un d'eux devient très célèbre. Quand Rihanna s'est fait par Chris Brown, elle lui a dit « Chris Brown t'a parce que tu n'es pas assez jolie. » Ah, c'était un appel à l'aide, évidemment. Mais au lieu de traiter ça comme une crise psychologique, les médias utilisent ça comme son divertissement. Et surtout un moyen pour gagner de l'argent là-dessus. Chaque dérapage, c'est un buzz rentable. Tout le monde regarde Amanda et imploser en direct. Et personne ne tend la main. Et plus son état se dégrade, plus la situation devient chaotique. Elle se barricade dans les toilettes dans une boutique de cupcakes. Elle est arrêtée après avoir jeté un bong par la fenêtre. Elle a mis le feu dans l'allée d'un parfait inconnu. Puis elle finit placée en hospitalisation psychiatrique forcée. Un des pires moments arrive quand elle accuse son père d'actes atroces, avant d'affirmer qu'on lui aurait implanté un microprocesseur dans le cerveau. Ah là, c'est de la souffrance brute sans filtre. Et en 2013, un épisode devient iconique de sa chute. Un jour ensoleillé à Los Angeles, quelqu'un remarque une femme nue, désemparée, tournant en rond au milieu de la route. Et donc son visage est méconnaissable, mais assez familier. Et donc oui, c'est Amanda Bynes. Elle finit elle-même par appeler le 911 et donc les secours l'amènent à l'hôpital psychiatrique. Et donc la petite star de Nickelodeon, qui avait grandi sous les projecteurs, elle se retrouve brisée dans les rues de Los Angeles. Une vie passée dans cette machine hollywoodienne qui te broie et puis qui te recrache quand elle n'a plus besoin de toi. Et depuis, Amanda a disparu des radars. Ses opérations de chirurgie esthétique la rendent méconnaissable. Elle semble avoir vieilli de 10 ans, voire plus. Elle vit loin des projecteurs
et on devine qu'elle essaie simplement de rester en vie. Et donc Amanda Bynes est aussi le parfait exemple de ce qui arrive quand la célébrité frappe un cerveau en pleine construction. Mais ce genre de situation arrive aussi à des jeunes adultes, mais qui ne sont pas forcément en état. Vous connaissez la Hook to a Girl? C'est Hailey Welch. Elle est devenue célèbre du jour au lendemain grâce à une phrase balancée complètement bourrée dans une rue lors d'une interview comme ça. Qu'est-ce qui rend dingue les mecs au lit? Alors t'as juste à le prendre, à lui faire un... Tu craches sur le morceau, tu as compris? Alors cette vidéo tournée un peu au hasard, elle devient virale de ouf. Elle est reprise sur tous les réseaux, tout le monde découpe cet extrait, donc c'est super marrant. Et donc les médias s'arrachent cette histoire. Rolling Stone la compare même à Dolly Parton. Et au début, cette fille, elle paraît adorable. Elle fait des dons à des refuges d'animaux, elle lance un podcast, elle joue la fille simple et gentille. Mais la célébrité express, ça a toujours un prix. Très vite, Hailey est entourée par une bande de crypto-influenceurs et d'anciens marketeurs prêts à exploiter sa notoriété. Et ils lui promettent qu'elle peut devenir millionnaire, voire milliardaire sans aucun effort. Elle n'a qu'à suivre leur plan. Et comme beaucoup l'ont fait avant elle, elle finit par céder. Et donc soudain, elle lance sa crypto-monnaie, c'est le HOK. Donc c'est l'époque où oui, tout le monde créait sa crypto-monnaie, c'était la mode. Du marketing agressif, des vidéos partout, la hype totale, et en 15 minutes, le token atteint 490 millions sur le marché. Donc c'est vraiment le rêve, tu vois, tout marche. Puis, c'est le crash violent. Parce qu'en fait, 97% des tokens étaient entre les mains des 10 personnes. C'est vraiment l'arnaque classique. Ils vendent tout et ils partent avec des millions et la valeur du coin chute de 90% en quelques heures. Donc les fans se sentent trahis, ça part sur tous les réseaux sociaux dans le monde entier et Hailey passe pour une escroqueuse, même si en réalité, elle, c'était juste un pion manipulé. Une fille un peu naïve, disons. Et ça empire parce qu'après le lancement, le FBI débarque chez sa grand-mère. Elle m'a appelé en panique, le FBI est là, qu'est-ce que tu as fait? Et donc les plaintes s'accumulent, et elle devient vite l'une des personnes les plus détestées du net. Alors qu'elle était juste inconnue il y a à peine un mois. Et donc Hailey sera finalement innocentée pénalement, mais le mal est fait. Donc les gens à cause d'elle, ils ont perdu des milliers voire des millions. Donc elle est blacklistée de ouf, et elle perd tous les contrats avec les marques, tous les deals, notamment avec la société de Jake Paul chez qui elle avait un contrat. Elle se fait insulter à chaque fois qu'elle poste quelque chose, et sa notoriété s'effondre encore plus vite qu'elle est montée. Et donc toutes ces histoires montrent un truc inquiétant. Que ce soit un buzz sur les réseaux, une carrière commencée trop tôt, la célébrité c'est devenu une lame à double tranchant. En fait, on échange sa dignité contre quelques minutes de lumière, en croyant toucher le bonheur. Mais non. En réalité, on récolte surtout une attention éphémère. Et avec le temps, tout ça, j'ai l'impression que ça exige un prix de plus en plus violent. Donc faites attention à vous, faites attention à votre entourage, aux plus jeunes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Mettez un gros like si ça vous fait peur tout ça aussi. Et bien sûr, on en débat dans les commentaires et moi, je vous fais un maximum de Yagadaki. C'est déjà de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Continue, je m'en fous. Merci à tous ceux qui regardent jusque-là. Allez.